Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau mardi de l'économie sociale et solidaire, puisque donc tous les premiers mardis du mois, nous essayons d'organiser une thématique avec un intervenant de qualité. Aujourd'hui, on le présentera dans quelques instants. Je vais laisser Sylvana qui est en voilà. Je vais laisser Mathilde, notre chargée de développement, nous faire la partie technique. Et ensuite, on accueillera notre intervenant du jour. Et merci à tous d'être présents déjà. À toi, Mathilde. Oui, alors pour la partie technique, en fait, vous avez un petit onglet discussion où vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention. Donc, Gis s'occupera de récolter les questions. Et après, de toute façon, il y a un temps d'échange qui est prévu à la fin de la présentation où tout le monde sera libre d'ouvrir les micros pour pouvoir avoir une discussion ouverte donc avec Dante et voilà. Avec la maison de l'ESS. Dans un premier temps, voilà. On laisse les micros fermés, mais uniquement pour une question de résonance parfois. Donc, on accueille Dante, qui est le directeur de l'ESCO, qui est la monnaie locale du Pays Basque. Voilà, et qui va nous présenter donc l'intérêt des monnaies locales, notamment suite à l'étude du mouvement Sol qui a publié son rapport très récemment sur l'intérêt des monnaies locales pour les territoires. Et donc après, Dante nous fera un focus sur l'ESCO et l'intérêt de l'ESCO pour le territoire Pays Basque. Je te laisse la parole pour la suite. Sachant qu'on a vraiment de la chance parce que ce rapport, il a moins d'une semaine d'existence. Tout à fait, ça tombe très très bien. Très bien. Bon, très bien. Bonjour à toutes et tous. Milashka Kovitatsia Gaitik, merci pour votre invitation à la maison de l'ESS, ce super projet pour l'ESS au Pays Basque. Et on est très content de participer parce que les monnaies locales, nous on considère que c'est une forme émergente de l'économie sociale et solidaire. Hein, on avait la fin du 19e siècle a vu naître les coopératives, les associations et les mutuelles dans la forme actuelle, hein, qu'on est moderne aujourd'hui, les fondations aussi. Et voilà, début 21e siècle, il y a un mouvement des monnaies locales qui se développe partout en France et en Europe, comme un nouvel outil de territoire qui répond aux enjeux, en fait, comme l'ESS toujours. Hein. Il s'agit de répondre collectivement à des enjeux de société et de territoire. Et avec les monnaies locales, il y a 82 monnaies locales aujourd'hui en France, et on essaye tous de répondre aux enjeux qui sont... alors, la première impulsion, c'est souvent la transition écologique. Hein, c'est vraiment le gros des troupes, des militants qui montent des monnaies. Ça vient quand même beaucoup de la transition écologique, mais aussi toujours une dimension très forte de lien social, de faire ensemble, d'action collective, de démocratie en fait, hein, de démocratie décentralisée, de réappropriation en fait des outils par les gens. Hein, ça, c'est aussi une dimension très forte de réappropriation citoyenne, en l'occurrence de la monnaie. Une dimension économique qui est loin d'être négligeable. L'ESS, il y a bien économie dedans, et il y a une dimension économique à la monnaie, bien sûr, mais il n'y a pas qu'une dimension économique, c'est une des dimensions. Et en termes d'économie, la monnaie permet de relocaliser les échanges, de faire vivre les échanges au sein d'un territoire pour que la valeur ajoutée créée sur un territoire en termes économiques, que la valeur ajoutée créée sur le territoire reste davantage sur le territoire, aille irriguer l'économie locale, développe l'activité des entreprises, associations et autres structures économiques du territoire. Et c'est bon c'est bon pour l'emploi. Et avec toujours une charte, hein, dans les monnaies locales, il y a toujours une charte pour savoir qui peut ou non, en tant que structure économique, utiliser la monnaie locale. Et là, il y a une très grande variété de chartes. Il y a quasiment autant de chartes que de monnaies. Je pourrais donner l'exemple de l'ESCO tout à l'heure, mais je vois qu'il y a des amis d'autres monnaies locales qui sont autour de la table virtuelle ce soir. Donc, on pourra aussi avoir des échanges sur plein de sujets avec eux. Et voilà, donc pour les grands principes, donc une monnaie locale complémentaire, c'est un projet d'ESS porté par la société civile. Hein, très souvent, c'est vraiment des collectifs citoyens qui s'en occupent, avec une dimension écologique, sociale et économique. Et avec un petit plus, et là, tout de suite, je mets un petit focus sur l'ESCO, on a rajouté autre chose qui est sociale aussi, qui est la langue basque, la volonté de faire vivre cette langue et qu'elle continue à exister. Et ça, il n'y a que nous qui l'avons fait, parce qu'on a une langue ici au Pays Basque qu'on veut défendre. Et du coup, on a rajouté aussi cette dimension dans la monnaie. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Voilà, pour dire qu'une monnaie, ce n'est pas que économique, c'est un
et là on revient un peu sur les fondamentaux pour présenter le projet de monnaie. Une monnaie, ce n'est pas que économique, c'est j'aurais presque tendance à dire un phénomène social total, mais je ne maîtrise pas tout à fait le terme, mais c'est-à-dire que la monnaie, c'est un outil dont se dotent les hommes et les femmes sur un territoire pour construire un projet ensemble, un projet pour ce territoire. Et ça, c'est pas. Et c'est intéressant peut-être, hein, je vais essayer de pas aller trop haut dans les sphères théoriques, mais je m'arrêterai là, après j'entrerai dans la pratique. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui se dit en termes de monnaie, sans parler des monnaies locales. Une monnaie, c'est d'abord un territoire. Il faut définir un territoire de circulation de la monnaie. Ensuite, c'est un projet pour ce territoire. Et c'est une communauté d'utilisateurs de toutes sortes qui vont utiliser la monnaie parce qu'ils ont envie de participer à ce projet. Donc c'est vraiment ça l'essence même d'une monnaie d'après la théorie monétaire et économique. Enfin, une des théories parce qu'il y en a plusieurs. Et nous, on aime bien celle-là. Pourquoi? Parce que si on la met en application, l'euro, c'est un territoire. L'Europe, hein, en tout cas une grande partie de l'Europe, c'est un projet pour ce territoire, c'est-à-dire l'Union européenne, le faire ensemble, rapprocher les peuples, abaisser les frontières. Voilà, donc ça, c'est un projet. Donc l'euro a aussi dans sa conception une dimension libérale, qui est une autre partie du projet, mais on va dire, qui fait moins l'unanimité, mais en tout cas, elle existe aussi. Donc il y a aussi un projet politique, hein, de faire ensemble, et puis un modèle économique aussi derrière. Ça, c'est l'euro. Et puis il y a une communauté qui utilise l'euro. Ben là, l'avantage de l'euro, c'est qu'on peut payer ses impôts qu'en euros. Et c'est ça qui fait qu'une monnaie est d'usage en fait général, c'est l'impôt. Quand la seule monnaie pour payer l'impôt, ben, c'est par exemple l'euro, ben, tout le monde doit avoir des impôts. Donc, tout le monde doit avoir des euros, non, pas tout le monde doit avoir des impôts. Tout le monde doit avoir des euros pour payer l'impôt, et c'est en ça qu'une monnaie est générale. Et après, sur une monnaie locale, comme on les monte partout en Europe, ben, on choisit un territoire, on dit quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire, quel est le projet. Donc, j'ai dit la transition écologique, lien social, faire ensemble, réappropriation démocratique, citoyenne, et puis aussi de solidarité, défense de l'emploi local, travailler ensemble, se connaître, voilà, faire ensemble. Et ça, c'est le projet. Et aujourd'hui, c'est un projet qui fait énormément écho à beaucoup de gens et bien au-delà de l'ESS. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, la communauté des utilisateurs, eh bien, va aussi, ce qui est intéressant, au-delà des convaincus de l'ESS. C'est que grâce à ce projet-là, un peu d'intérêt général, d'ailleurs, le rapport du mouvement Sol s'appelle Les monnaies locales, des monnaies d'intérêt général. Grâce à cette dimension d'intérêt général, on arrive, et ça je trouve ça très intéressant, à attirer dans le projet, dans l'usage de la monnaie, donc dans l'action, du coup, des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés au départ, ni à la transition écologique, ni à l'économie solidaire. Ils vont rentrer parce qu'ils aiment bien l'idée de faire travailler le commerce local, que leur argent serve à quelque chose d'utile. Voilà, ils aiment bien le côté éthique, par exemple, ou plein d'autres avantages de nos monnaies. Mais du coup, on les amène avec nous dans un projet de territoire, d'économie sociale et solidaire, et d'action démocratique collective. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des parts les plus intéressantes des monnaies locales, cette idée-là de faire et de faire ensemble. Donc ça marche bien. Les monnaies sont vraiment de super outils pour ça. Donc voilà, je m'arrête sur la partie théorique, on va dire, et puis on pourra y revenir après, hein, bien sûr. Je suis le plus grand des théoriciens des monnaies locales, je suis plutôt dans la catégorie praticien. En pratique, une monnaie locale, comment ça marche? Alors, je vais parler du cas le plus général. Hein. Quand on parle de monnaie locale complémentaire, déjà, aujourd'hui, il y a un cadre légal depuis 2014 à la demande du gouvernement, après un rapport qui avait été fait par une mission gouvernementale, je crois, oui, une mission parlementaire, il y avait eu pour la première fois en Europe, un État a reconnu les monnaies locales, c'est la France, qui a reconnu les monnaies locales dans l'article 16 de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, hein, la dite loi Hamon. Et ça, c'était une super avancée parce que du coup, les monnaies locales ont été reconnues. Avant, on était un peu en zone grise, on se développait sans avoir de cadre légal, maintenant on en a un, et les monnaies locales sont clairement identifiées dans le Code monétaire et financier. Et la loi précise bien, très intéressant, et très bonne précaution du législateur, que les monnaies locales complémentaires sont créées et gérées par des organisations de l'économie sociale et solidaire dont c'est l'objet unique. Voilà, donc c'est vraiment un garde-fou contre des projets qui seraient, on va dire, plus commerciaux. Hein, il y a vraiment une volonté de garde-fou. Donc, ensuite, une monnaie locale, comment ça marche? En général, on est à parité avec l'euro. En France, toutes les monnaies locales sont à parité avec l'euro. Par exemple, une gonette égale un euro, une gonette, c'est à Lyon. Hein, une roue, par exemple, dans le Vaucluse ou à Avignon, c'est un euro. Un eusko, c'est un euro, c'est identique. Et puis, on commence en mettant en circulation des billets.
des billets de SCHO. Alors, je crois que je n'ai pas tout à panoplie avec moi, mais je peux vous en montrer un, parce que j'en ai quand même toujours sur moi, un minimum. Ça, c'est un billet d'un SCHO. On a imprimé ça au Pays Basque. On a mis plusieurs systèmes de sécurité. Et on les imprime, on les met dans un coffre-fort bien caché. Et puis, on a des bureaux de change qui sont des commerces volontaires, qui sont adhérents au réseau HCO. Après, j'expliquerai comment on adhère. Et on leur met des enveloppes comme ça avec des billets de HCO, 50 HCO ou 100 HCO par enveloppe. Et n'importe qui, voilà, vous, demain, si vous voulez, vous allez dans un des 30 bureaux de change du Pays Basque. Il y en a de Moléon à Hendaye en passant par Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Baïgorry, il y en a partout. Et vous dites bonjour, je voudrais les HCO. Ah, mais vous êtes adhérent? Non, pas encore. Ben, je voudrais adhérer. Vous adhérez à l'HCO. C'est un tout petit formulaire très rapide. Vous payez une cotisation qui est de 2 euros par mois et vous arrêtez quand vous voulez. Et avec ça, vous avez le droit de prendre des HCO. Et du coup, vous dites voilà, je voudrais prendre 50 HCO. Donc, vous faites un chèque de 50 euros et on vous donne 50 HCO. Et on va vous donner aussi l'annuaire des commerces qui acceptent le HCO. Les commerces qui acceptent le HCO, vous allez les reconnaître avec cet autocollant. Ça, c'est l'annuaire des commerces qui prennent le HCO. Et il y a des annuaires aussi qui vont vous être donnés, des petits annuaires papier, où vous allez pouvoir avoir toute la liste, par exemple sur Biarritz ou sur Saint-Palais, sur la zone où vous habitez, toute la liste des commerces qui acceptent les paiements en HCO, puis vous allez chez eux parce qu'ils prennent le HCO, et du coup, vous les payez en HCO. Et c'est autant qu'en euros, et eux, en comptabilité, ils les intègrent comme un nouveau moyen de paiement, mais je précise tout de suite, 100% de leur chiffre d'affaires, de leur déclaration sociale et fiscale sont déclarés en euros. Hein, le SCO, ce n'est pas une devise. Ce n'est pas comme quand il y avait aux Pays-Bas, par exemple, les euros et les francs et les pesettes. Hein. Le SCO, ce n'est pas une devise, c'est une monnaie, mais ce n'est pas une monnaie officielle, dans le sens d'État. Donc, c'est un moyen de paiement. Donc, on l'intègre en commerce comme un moyen de paiement, comme les chèques, les espèces, les cartes bancaires, les tickets restaurants, les HCO billets. Il y a aussi de l'HCO numérique. Je vous expliquerai après. Donc, j'expliquais maintenant le comment ça marche, comment est-ce qu'on peut s'y mettre. Après, il y a le pourquoi. Pourquoi s'y mettre concrètement? Ben, très concrètement, déjà, pour les commerçants, là, je rentrais du travail en vélo et je faisais du vélo, j'ai changé d'itinéraire et j'ai dit, tiens, une boutique, je vois l'autocollant HCO. Je fais, ah, je ne suis jamais allé chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, des empanadas. Bon, ben voilà, ce soir, on mange des empanadas à la maison. C'est pas compliqué la vie. Donc, je me suis arrêté. J'ai dit, ah, vous prenez le HCO, super. Qu'est-ce que vous faites? On a parlé des empanadas. Hein? D'où ton retard. Et du coup, on discute aussi, c'est vachement sympa, on fait des rencontres, on discute, on sort de ses habitudes, c'est ça que j'adore. Et ça, c'est vachement bien. Et puis, j'ai payé en HCO, et j'aurais pu payer en euros finalement. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que maintenant, ce commerçant, il a 20 HCO de plus dans sa caisse, et que si on est quelques dizaines à faire ça sur Bayonne, où j'habite, ben, il aura quelques milliers de HCO dans sa caisse. Alors, il peut en prendre une partie en forme de salaire, il va le réutiliser, mais au bout d'un moment, les entreprises et les commerçants, ils ont besoin de les réutiliser. Et c'est là que ça devient très intéressant en termes économiques, c'est que pour les réutiliser, ben, on peut le réutiliser qu'auprès d'autres entreprises qui acceptent le HCO, et qui ont donc adhéré à l'HCO. Et une entreprise, pour adhérer à l'HCO, il faut qu'elle remplisse un dossier. Hein, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a une charte éthique, donc il faut qu'il y ait une charte éthique qui soit respectée. Et elle est très large, hein, c'est un système très ouvert. Et du coup, le commerçant paye une cotisation aussi à lui à l'année, hein, puis il n'aura pas de frais supplémentaires. Il paye une cotisation à l'année. Il s'engage sur des défis à relever. Hein. Nous, c'est ça. Nous, on a un système de défis au Pays Basque. D'autres monnaies ont d'autres systèmes. Nous, on propose 3-4 défis, 5 en fait en tout, à relever pour améliorer ses pratiques hein, sur l'environnement, la langue basque, la solidarité. Et puis d'autres monnaies vont proposer autre chose. Pas de défis. Des fois, il faut un filtre à l'entrée. On prend que les bio ou voilà, ce genre de choses. Il y a plein de façons de construire son réseau comme on le veut en fait. Et ça, c'est des décisions collectives dans l'association, bien sûr. Donc, le commerçant qui accepte le HCO, il a son siège social au Pays Basque, c'est obligatoire, hein, ça c'est le cadre légal. Il s'engage sur des défis ou sur des valeurs, et derrière, il encaisse des HCO. Et donc, comme mon commerçant à qui j'ai acheté des empanadas a des HCO, il va devoir les réutiliser. Et là, c'est le travail de notre association. On va l'accompagner parce qu'on va lui mettre à disposition un annuaire des plus de 580 entreprises du Pays Basque qui peuvent être des fournisseurs. Ça va des producteurs paysans à l'agence de communication, en passant par le garage, le contrôle technique. Ça peut être aussi faire du sponsoring au club de rugby local, l'Aviron Bayonnais par exemple. Ils prennent de sponsoring en HCO. Il y a plein de choses qu'on peut dépenser dans l'entreprise, on peut faire plein de dépenses en HCO, payer ses salariés en HCO. Et ça, c'est intéressant parce que quand je paye en euros, mon commerçant, il peut payer tout et n'importe quoi avec mon euro. C'est-à-dire qu'il peut, y compris, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire, être dans une assurance privée,
il peut mettre de l'argent de côté, le placer en action, voilà, et y compris que ça finance spéculation financière. C'est possible. Aujourd'hui, 97% des transactions en euros dans le monde sont des échanges de titres et pas de l'économie réelle, des échanges de titres cotés en bourse. Voilà, c'est ça la grande majorité des échanges en euros aujourd'hui. Quand j'utilise des HCO, je sais que ça va aller uniquement dans la monnaie locale. Quand j'utilise une monnaie locale globalement, je sais que ça va aller uniquement dans l'économie réelle et dans l'économie réelle locale. C'est-à-dire que mon commerçant, il va réutiliser localement le pouvoir d'achat que je lui ai transmis. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'on crée des relations entre entreprises. À l'HCO, par exemple, 56% des entreprises du réseau HCO, il y en a plus de 1100, presque 1100 aujourd'hui sur le territoire du Pays Basque, un territoire de 300 000 habitants. 56% ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour pouvoir réutiliser leurs HCO. Et ça, c'est bien parce que du coup, on crée ce lien, voilà, y compris entre commerçants, entreprises, paysans. Et ça, c'est super pour le territoire. C'est toute cette petite économie, en fait, qui ne fait pas en général l'objet des grandes réformes et des grands plans d'investissement au niveau des États ou de l'Union européenne. C'est cette petite économie qui assure la majorité des emplois en France et en Europe, qui sont les petits commerçants, les paysans, les petites structures, les associations. Voilà, toute cette économie-là du territoire de proximité, eh bien, en fait, on la soutient très fortement en utilisant une monnaie locale. Et là, j'aime bien, en effet, l'exemple de la Pyrène que tu projettes, Mathilde. Voilà, on voit bien la circulation de la monnaie. Là, c'est l'association Monnaie 09 donc, qui met en circulation en Ariège la Pyrène, la monnaie locale d'Ariège. Bon, ben voilà, il y a une émission qui se fait. Après, on paye dans le commerçant. J'achète chez l'épicier en Pyrène. L'épicier va régler son déjeuner en Pyrène. Le restaurant va aller chez le boucher pour la viande du repas de demain. Le boucher va faire travailler un producteur local, va se dire tiens, je vais prendre la viande à ce paysan parce qu'il prend des chevaux, mais ça veut dire aussi peut-être que je prends un peu moins aussi de viande au grossiste et que je prends un peu plus aux paysans en direct. Et puis le paysan va acheter du fourrage dans une autre ferme. Et puis le paysan qui a la ferme, il peut reconvertir en euros s'il a besoin. Nous, on prend une commission de 5%. Alors pourquoi est-ce qu'on prend une commission de 5%? Parce que déjà, il y a des commissions qui vont de 0 à... En général, on est au maximum, je pense, à 5% de commission. Si le fermier producteur, par exemple, chez nous, il nous ramène 1000 HCO, pardon, on va lui donner 950 HCO et on lui prend 50 euros de frais. C'est un peu dissuasif, mais c'est fait pour. C'est-à-dire que le but, c'est qu'au lieu de se dire, je prends des HCO comme ça je suis dans le réseau, c'est bien, ça me fait de la pub, et puis je vais tout reconvertir en euros derrière, c'est pas grave, c'est pas cher. Non, c'est un petit peu cher. Du coup, j'ai des HCO, je vais quand même essayer de les réutiliser. Donc, soit je prends l'annuaire et je trouve une solution, soit j'appelle le HCO, et on a 4 salariés qui font ce travail-là tous les jours, de mise en relation, d'étendre le réseau, d'aller voir les fournisseurs, de mettre en relation les gens, et c'est un super travail de mise en relation et de développement économique local. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de la commission de reconversion. Et pour la petite histoire, nous, les 5% qu'on a, ils nous servent à financer un don aux associations. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous adhérez, voilà, vous changez 100 euros en 100 et on vous donne 100 HCO, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous adhérez dans le formulaire, on vous demande de parrainer une association. Vous choisissez une association locale, bien sûr, qui va recevoir 3% de tout ce que vous avez changé dans l'année. Quand vous changez 100 euros, vous avez 100 HCO et elle a 3 HCO. Et là, on voit le chiffre, là, donc ça c'était la remise du prix en 2020, l'an dernier, à Saint-Palais. 55 associations ont reçu en tout plus de 38 000 HCO. Et ça, c'est vraiment on finance la vie associative locale grâce à l'HCO. Et ce don-là, il est financé par les commissions de reconversion des HCO en euros par les entreprises. Ce n'est pas d'argent qu'on garde pour nous, on le reverse au milieu associatif. Donc ça, c'est une spécificité HCO. Mais depuis qu'on l'a importé d'Allemagne, on avait été voir les Allemands de Kim Goer, qui était la plus grosse monnaie locale d'Europe, et on a importé ce système de chez eux. Et puis aujourd'hui, comme il y a des monnaies qui viennent en formation chez nous, qui nous appellent, eh bien, il y a 2-3 monnaies en France ça y est, qui se sont lancées, qui font aussi le 3%. On a le 3% Buzuc. On devrait avoir bientôt le 3% Gonet, ou le 3% Kern à Grenoble. Voilà, des choses comme ça, sympa, ça se développe. Peut-être le 3% roux, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est en projet. Donc voilà, la circulation de la monnaie. Et puis voilà, le commerçant qui va nous restituer des HCO, on va derrière, ça détruit des HCO, mais ce n'est pas grave. Derrière, il en aura d'autres. Ce que je n'ai pas dit, très très important, je n'ai pas dit ce qu'on faisait des 100 euros que vous nous donnez. Pourtant, c'est fondamental. Quand vous nous donnez 100 euros, nous on vous donne 100 HCO. À la roue, on vous donne 100 roues. Et qu'est-ce qu'on fait des euros? On les garde en réserve. Comme ça, si tout le monde veut reconvertir d'un coup un jour, on peut rembourser tout le monde. On les met en réserve où? Évidemment, dans une banque de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est au Crédit Coopératif ou à la Nef en général. Et ça, c'est intéressant parce que chaque euro changé en HCO, il a une double utilité. Il est en euros et du coup, il va de votre banque, qui n'est pas forcément une banque de l'ESS. Il va d'une banque classique
vers une banque de l'ESS. Donc, c'est un euro qui part, par exemple, de la société, je ne sais pas, de la Société Générale, par exemple, ou de la BNP ou du Crédit Agricole, vers le crédit coopératif. Vous, ça ne vous coûte rien, vous avez 100 HCO, mais on a fait ce transfert derrière. Et ça, c'est intéressant pour le crédit coopératif et la nef. Et vous avez 100 HCO ou 100 roues que vous allez utiliser localement, avec tous les effets vertueux dont j'ai parlé. Donc ça, c'est vraiment un effet important. Alors, j'ai donné une petite info en plus, parce que l'HCO est aujourd'hui la principale monnaie locale d'Europe. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur les monnaies. Je vais dire quelques chiffres, quelques mots sur l'HCO maintenant, et puis après, on pourra avoir des échanges. On a développé, nous, on a été la première monnaie locale en France à développer à la fois le billet et un système de compte en HCO. Alors, comme on trouve que c'est bien d'avoir que les projets citoyens aillent vers l'indépendance du projet pour assurer leur pérennité, ben, on a créé un système de compte qu'on maîtrise entièrement. C'est un système informatique avec un logiciel néerlandais. Et c'est nous qui avons créé un système de compte HCO. Les gens peuvent ouvrir un compte en HCO en quelques minutes sur Internet avec seulement leur pièce d'identité. Et ils vont avoir un compte auquel ils vont accéder en ligne, comme vous savez faire habituellement. Et puis, ils vont voir leur solde. Et puis, ils vont pouvoir faire des virements vers un autre compte HCO. C'est uniquement entre comptes HCO, ils peuvent le créditer. Par exemple, je prends ma carte de crédit, hop, et j'achète des HCO. J'ai un formulaire en ligne avec les LOASO et je charge mon compte de 50 HCO. Hop, c'est gratuit, ça ne me coûte rien, c'est instantané. Hop, j'ai 50 HCO sur mon compte. Et après, je peux faire des virements où je peux être prélevé. Hein. Par exemple, je paye un abonnement à un journal local en HCO. Mais ce n'est pas tout. Le plus pratique là-dedans, c'est que j'ai une carte de paiement, l'HCO carte, pour payer dans les commerces qui sont équipés d'un lecteur pour lire la carte. Et donc, je paye, à chaque fois que je paye chez le commerçant, ça provoque un virement de mon compte HCO vers son compte HCO. Et c'est sans frais pour le commerçant. Il n'y a aucun frais supplémentaire. Et puis, le petit dernier, la dernière innovation, c'est sur mon téléphone portable, l'application de paiement HCO Pay. Donc, j'ouvre mon application de paiement. Hop. Voilà. Je me connecte. Je fais une petite démonstration rapide. Je me connecte avec, par exemple, mon empreinte digitale ou avec mon code PIN, c'est sécurisé. Je veux consulter mon compte, je vois mon compte. Voilà, 45 HCO, parce que j'ai fait beaucoup de courses en HCO que je n'ai pas encore rechargé. Et puis, si je veux faire un paiement, je vais dans le paiement. Mon appareil photo s'ouvre. Chez le commerçant, par exemple, pour acheter mes empanadas, il y avait cet autocollant qui était qui est une carte chez le commerçant. Je scanne. Et le nom du commerçant apparaît. Bon, là, c'est HK Moneta, c'est notre association. Il est identifié. Je tape le montant. Hop. Tac. Je mets 20 HCO. Et je valide. Et le paiement, il est réalisé. Là, les HCO sont sur le compte du commerçant. C'est hyper rapide. Du coup, c'est hyper pratique. On avait besoin de passer au numérique pour deux raisons. Les commerçants, pour échanger entre eux, les entreprises, les enveloppes d'HCO, ça va bien, à un moment. Mais et je rends toujours hommage aux premiers commerçants et entreprises du réseau HCO qui, à l'époque, n'avaient que le billet. Et par exemple, quand il y avait des distributeurs de boissons qui prenaient l'HCO, ben le restaurateur, il avait préparé son enveloppe de billets et quand le livreur apportait les caisses de boissons, il donnait au livreur l'enveloppe de HCO pour qu'il ramène au patron pour qu'il puisse le payer. Donc on était vraiment à l'origine même de la monnaie, quoi, dans les premiers balbutiements. On était vraiment de retour à l'ancien temps. Mais c'est super. Par contre, les entreprises nous ont dit, ben, non, il faut qu'on puisse faire des virements échangés. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis j'ai dit que pour avoir des HCO, il fallait aller dans un bureau de change. Pour avoir des billets, c'est vrai. Et ben, tous les gens n'ont pas forcément à côté de chez eux un bureau de change, même si on en a 30, qui plus est ouvert aux heures où ils peuvent y aller. Parce que des fois, on finit tard, hein, il faut aller chercher les gosses, on fait des courses, et hop, on arrive, on n'a pas le temps d'aller faire du change. Et on voudrait utiliser le HCO, mais on ne peut pas. Donc, c'était une limite aussi pour les particuliers. Donc, le HCO, c'était intéressant numérique parce que ça permet à tout le monde d'avoir des HCO sans passer par le bureau de change. J'ouvre un compte et tous les mois, en plus, donc je peux faire du change avec ma carte bancaire. Et en plus, tous les mois, chaque adhérent de l'HCO qui a un compte s'engage à faire un change automatique mensuel, minimum de 20 HCO. C'est-à-dire que tous les mois, il nous donne une autorisation de prélèvement SEPA. On lui prélève dans sa banque classique au moins 20 euros le 10 du mois. Et le 11 ou le 12, le temps de recevoir le virement, le prélèvement, on va créditer son compte de 20 HCO. Donc, il est sûr d'avoir au moins le 12 du mois, au moins 20 HCO sur son compte. La moyenne, c'est 60 actuellement. Hein. 60 HCO. Et ça, c'est super parce que, en soi, 60 HCO par personne, c'est que 2 HCO par mois, c'est pas non plus énorme, mais tous ensemble, c'est génial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 130 000 HCO qu'on change tous ensemble par mois de façon automatique. Ça veut dire que c'est 130 000 euros qu'on prend dans des banques classiques tous les mois et qu'on apporte au crédit coopératif tous les mois. C'est pas mal. Ça veut dire qu'à la fin de l'année,
on est un territoire de 300 000 habitants. Imagine si c'était le même rythme à Lyon, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, et que tout le monde en faisait ça, mais on ferait un gros basculement de flux vers la finance solidaire, vers l'économie. Ce serait hyper intéressant. Ce qu'on fait aux Pays-Bas, c'est un laboratoire, c'est que le début. Et il y en a plein qui nous suivent et qui font comme nous, et mieux que nous par certains aspects. Donc, voilà. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est un aspect que je voulais souligner. Donc, aujourd'hui, l'ECHCO, il y a 3 moyens de paiement et on tient à garder les 3. Il y en a qui ne veulent pas de numérique, qui veulent que du billet. On gardera toujours le billet. Il y en a qui sont d'accord pour ouvrir un compte, mais qui ne sont pas prêts à payer avec le smartphone. On garde la carte. Et puis, il y a ceux qui disent non, le billet, la carte, c'est relou. Par contre, le smartphone, c'est super. Donc, je passe à l'ECHCO en smartphone. Et on touche comme ça tous les publics et c'est intéressant. OK. Et voilà, peut-être que je m'arrête là pour la présentation. Est-ce que j'ai fait une demi-heure, c'est un peu long. Et Oh, c'est très bien. ouais, enfin, on fait il y a déjà quelques questions, Dante. D'accord. Il y a déjà une Comment première. financer Euskal Moneta? Voilà. Comme tout projet d'économie sociale et solidaire, Euskal Moneta dispose de 3 ressources principales, enfin, comme tous souvent. Le bénévolat, qui est une ressource en soi, il ne faut jamais oublier. C'est très important. Merci à tous les bénévoles qui filent un coup de main et qui ont lancé le projet tout seul, et j'en étais au départ. Les ressources propres, c'est nos cotisations principalement, et les subventions. On est suivi de mieux en mieux, très très bien par, si je pars du local au global, par la communauté d'agglomération Pays Basque, par la région Nouvelle-Aquitaine, par l'ADEME, au niveau qui nous a donné des financements, notamment sur mon projet pour la planète, qui était un concours auquel on avait participé, par aussi le FDVA et les services civiques. Et puis, on a eu cette année un FSE grâce à la VISE. Vous connaissez peut-être la VISE, l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, je crois que ça veut dire. C'est en fait l'organisme de l'économie sociale et de soutien à l'économie sociale et solidaire créé par Hugues Civil dans les années 2000, je crois, qui est un super outil pour l'ESS. Et il gérait un fonds FSE, on a candidaté, on a eu un financement cette année pour justement développer nos outils de mobilisation des collectivités locales, des entreprises, des associations et des particuliers, et en tirer des leçons et expériences pour développer des formations pour les autres monnaies locales, pour partager ce qu'on fait ici, pour le partager avec les autres. Toujours dans l'idée de ce qu'on fait ici, c'est bien, mais les monnaies locales au Pays Basque, ça ne sert pas à rien, mais en termes de transition écologique, ce ne sera pas du tout suffisant. Donc, il faut que demain, il y ait des monnaies locales partout, comme il y a des AMAP partout, comme tout le monde peut ouvrir un compte dans une banque éthique. Voilà, tout le monde peut avoir une électricité verte, y compris locale. Voilà, il faut aller vers ça et il faut une monnaie locale partout pour qu'on puisse changer les choses. Donc, je digresse sur le financement. Donc, on est aujourd'hui à 62% d'autofinancement. On vise les 82% en 2022. Et notre but, très clairement, c'est d'être à 100% d'autofinancement sur le fonctionnement. On veut créer un modèle économique de monnaie locale pour que les collectivités partout en France et ailleurs se disent il y a un modèle économique, on va soutenir les projets de monnaie locale, on va les aider à voler de leurs propres ailes, on va les accompagner et après voler de leurs propres ailes. C'est possible. On est en train de le montrer. Donc ça, en termes de financement, c'est très important. Une autre question, on peut l'utiliser qu'au Pays Basque, oui. À côté, il y a dans le Béarn la TIND. Et la TIND, on les a accompagnés grâce à une subvention du Conseil régional pour qu'ils prennent tous nos outils informatiques. Et on échange et on se conseille. Voilà, on travaille ensemble. On a répondu au budget participatif du département ensemble, on coopère. On coopère beaucoup à proximité. Et puis on coopère aussi parce que voilà, on est au mouvement SOL, la Fédération française des monnaies locales. Moi, je suis un des 10 coprésidents. Et puis ensemble, on fait des projets pour essaimer, partager, s'équiper, mutualiser. Donc, il y a plein de antisco Pays Basque, mais on coopère énormément avec les autres territoires. Et d'ailleurs, on a même été chercher un financement pour recevoir pour 3 sessions de formation cette année et 2 l'année prochaine, un financement de la Fondation suisse Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, qui finance pour toutes les monnaies locales 3 sessions de formation gratuites pour toutes les monnaies locales de France qui peuvent venir au Pays Basque se former grâce à l'Institut des monnaies locales sur le passage au numérique, la mobilisation citoyenne ou la stratégie de développement pour atteindre un modèle économique. Et ça, donc, on va recevoir jusqu'à 25 personnes de gens de toute la France et même de Belgique qui vont venir ici et on va les recevoir pendant 3 jours et les accompagner même après avec un suivi en visio. Voilà. Autre question aujourd'hui, quel est le taux de reconversion en euros des ECHCO par les professionnels? Donc, je te dis, c'est 5%. 5%, je note quand même que 84% des pros du réseau ECHCO n'ont jamais reconverti un seul ECHCO en euros. Donc, ils payent leur cotisation, ils n'ont aucun frais supplémentaire. Et ça, un grand bravo à toute l'équipe salariée qui fait un super boulot de mise en relation, de travail. On fait rentrer de tout, en fait. On a plein de super entreprises qui rentrent. On a fait rentrer du matériel agricole, on a fait rentrer des super fournisseurs et comme ça permet de tisser du lien localement.
Et moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez des chiffres ou une idée, par exemple, pour un Eusko dépensé sur le territoire, quel est le retour pour la collectivité territoriale ou le retour au niveau de l'économie locale pour avoir une idée de l'impact de l'argent qu'on dépense? Alors, il y a longtemps, on a cru, et l'idée est encore propagée, et peut-être qu'elle est vraie, mais moi je ne suis pas sûr, les premières études semblent montrer que non, que la monnaie locale circulait plus que l'euro sur un territoire. C'est-à-dire qu'on disait, l'euro, on peut le stocker pour faire de l'épargne, on peut le faire, voilà, on peut acheter des actions avec qui vont dormir, voilà, il y a plein de choses à faire avec. Je n'ai pas d'action, hein, mais il y en a qui font ça. Du coup, je n'ai pas social, par contre, dans des coopératives. Donc, on peut faire ça. Mais l'euro, du coup, selon la Banque centrale européenne, change entre 3 et 4 fois de main chaque année, 1 euro. Donc, ça veut dire qu'il génère entre 3 et 4 euros de chiffre d'affaires sur le territoire pour 1 euro. Et on a toujours dit, mais les monnaies locales font plus parce que les gens, ils ont des monnaies locales, mais du coup, ils ne stockent pas, ils les réutilisent, donc ça circule plus vite et ça crée plus de richesse. Bon, il semble que dans la théorie économique, c'est vrai, mais que dans les pratiques, on n'est pas atteint le niveau encore suffisant pour ça. Donc moi, je ne dirais pas qu'on a, je ne mettrais pas ça en avant comme argument. Pour une collectivité locale, parce que c'est la question de Mathilde, je trouve ça, mais je ne comprends pas comment on a aujourd'hui l'Aglo Pays Basque qui est adhérente à l'EUSCO, qui a voté à l'unanimité son adhésion à l'EUSCO. On a 28 mairies qui ont adhéré à l'EUSCO sur 158 au Pays Basque, donc il y a une vraie dynamique, mais ils commencent à peine à faire des paiements de l'EUSCO. Pourtant, c'est génial parce que quand l'argent public, c'est quoi? C'est l'argent des impôts, principalement. C'est l'argent des impôts collectés en grande partie localement. Quand je le dépense en euros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer une entreprise en euros qui va pouvoir se fournir ailleurs. Je vais payer une association en euros qui va pouvoir acheter dans un supermarché des produits pour son goûter, et ça va être que des produits qui ont été produits ailleurs. Je vais pouvoir payer des salaires d'agents en euros ou des unités d'élus qui vont peut-être acheter sur Internet sur des grandes plateformes de vente par Internet. Bon, c'est bien, je paye mes agents, je fais travailler des entreprises du territoire, je paye des subventions, c'est super. En euros, c'est bien, mais en eusko, c'est quand même vachement mieux. Parce que si je le fais en eusko, l'argent retourne aux entreprises du territoire. On a eu un petit buzz, il y a eu une augmentation des impôts décidée par la communauté d'agglomération Pays Basque il y a un mois environ. Et toutes les organisations patronales du territoire ont dit HKI, c'est-à-dire assez en basque, halt, pas d'impôts, on ne peut pas se permettre actuellement. Bon, il y avait une nécessité visiblement d'augmenter les impôts. Donc nous, on a dit, mais augmentons les impôts, soit il y a besoin pour la collectivité, mais par contre, les entreprises auraient plutôt demandé que la Pays Basque développe ses paiements en eusko pour que l'argent des impôts retourne aux entreprises du territoire. C'est le modèle économique qui est évident. La plus-value, elle est là, principalement. Après, la plus-value pour le monde local de l'adhésion d'une collectivité, c'est un soutien politique très fort, c'est un vrai gage de légitimité. Merci à tous les élus qui sont battus pour que leur collectivité adhère, et c'est vraiment très, très important, parce que quand la mairie adhère, par exemple dans un village, c'est un signal fort. Aujourd'hui, il y a une ville, Ustarit, 6 000 habitants. Le maire et tous les élus qui reçoivent des indemnités ont adhéré à l'EUSCO et reçoivent une partie de leur indemnité en EUSCO, tous les mois. Voilà. C'est l'exemple. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que les élus sont souvent là pas pour montrer l'exemple, mais pour proposer des choses, voilà, pour essayer de dire, voilà, on peut avancer dans nos pratiques. Et ça, c'est un soutien politique fort aussi, par exemple. Je pense que dans le village, ça va se sentir. Voilà, ce genre de choses que dans les relations avec les élus. Quel est le regard de l'Euskadi sur cette initiative? Comment peut-on les impliquer? C'est une très bonne question. Moi, je suis un des cofondateurs de l'EUSCO, on était une dizaine, avec des gens de tout horizon. Mais dès le début, on s'est dit, le périmètre, c'est le Pays Basque Nord, un Pays Basque de France. Et un jour, on pourra peut-être, si c'est pertinent, et s'ils sont d'accord, passer au Pays Basque Sud, Pays Basque d'Espagne. Et il y a deux communautés autonomes, hein. Il y a Euskadi et puis il y a la Navarre aussi, hein, qui fait partie du Pays Basque historique. Le Pays Basque aujourd'hui, c'est trois provinces, c'est 7 provinces et 3 entités administratives différentes sur 2 États. La communauté d'agglomération Pays Basque en France, la communauté d'Euskadi et la communauté forale de Navarre en Pays Basque d'Espagne. Okay, et en fait, oui, il y a plein de projets transfrontaliers. Il y a un consortium Aquitaine-Euskadi avec plein de choses qui se font pour vraiment baisser la frontière et qu'il y ait plein d'échanges. Et la monnaie serait un super outil pour ça, en plus de nous relier populairement de part et d'autre des Pyrénées. Voilà, donc ça serait intéressant.
On a déjà beaucoup à faire, hein. On a 13 salariés aujourd'hui, beaucoup de boulot, on devrait être plus que ça. Il faut vraiment qu'on arrive au modèle économique et qu'on se développe. Sur 300 000 habitants, on a déjà bien du boulot. De l'autre côté, comme on dit, de l'autre côté des Pyrénées, ils sont 3 millions, hein. Donc, si on veut y aller, il va falloir être solide. Mais on va sans doute commencer à y réfléchir. On aimerait lancer une étude juridique entre universitaires des deux côtés des Pyrénées sur est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible, comment, de quelle manière, et au moins avoir cette étude juridique-là qui dirait euh, c'est possible, ce serait intéressant, ou alors non, c'est pas possible juridiquement, c'est pas intéressant pour le projet, mais voilà, qu'on ait cette étude-là avec, pas tout seul justement, avec plein de gens qui seraient associés à la réflexion, hein, de façon populaire et puis institutionnelle aussi, et voir est-ce que ce serait une bonne chose que le SCO soit un outil qui passe la frontière, ou est-ce qu'il faut peut-être créer une autre monnaie et coopérer. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Voilà le regard. Et cette idée-là suscite de l'intérêt, bien sûr, au au Pays Basque Sud, comme on dit. Il y a des premiers contacts avec des gens, des associations, des institutionnels qui trouvent que c'est une super idée. D'ailleurs, on en a parlé à l'aglo Pays Basque, encore pas au niveau de tous les élus, mais on entre en contact au niveau du transfrontalier pour y réfléchir. Comment vous faites pour accompagner les professionnels en fin de boucle qui ne peuvent écouler leurs HCO car ils n'ont pas besoin de les dépenser? Je pense par exemple aux maraîchers. Alors ça, on pensait ça en fait au départ et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de fin de boucle. C'est très rare en fait. La seule fin de boucle, c'est le maraîcher qui produit tout lui-même et qui achète extrêmement peu de produits, très peu de vêtements, qui ne sort pas au restaurant, voilà, qui a une vie sociale qui est basée sur le troc, l'échange, le très local. Voilà. Il va chez les voisins vont chez eux, voilà, c'est super. Là, ce mode de vie-là, c'est vrai que les gens dépensent très très peu de monnaie en fait, hein. Ils sont beaucoup dans l'échange et le troc. Et du coup, c'est vrai que là, ils sont un peu en bout de chaîne. J'avais le cas, par exemple, de deux producteurs, hein, qui ont une ferme à l'intérieur du Pays Bas, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. Eux, ils vendent, c'est les premiers à être rentrés à l'Ochco quasiment en termes de paysans. Ils font des produits bio, des produits laitiers de super qualité. Ils vendent aux épiciers bio locaux. Ils ont des milliers d'Ochco, des milliers d'Ochco, et ils reconvertissent très très peu. On aurait pu dire qu'ils étaient en bout de chaîne. En fait, on a trouvé des solutions, nous et eux. Nous, on a fait rentrer, par exemple, comment dire, l'entreprise qui fabrique le matériel de traite localement pour les vaches. Hein, donc, Etcheverry Équipement est rentré à Lochco. Super. Donc là, maintenant, à chaque fois qu'il y a une réparation à faire, un équipement, bam, c'est payable en Lochco. Le vétérinaire, où ils vont, et prend Lochco. On trouve des solutions professionnelles. Ils ont refait leur hangar. Le charpentier prend Lochco. Donc, ils ont trouvé des solutions. C'est qu'une fois le toit du hangar, hein, mais c'est plusieurs milliers de chevaux. Donc, ça vaut le coup. Et j'ai adoré ce qu'a dit la paysanne qui est interviewée dans un reportage. On lui posait la question, mais comment vous faites pour réutiliser vos Oshko? Et moi, j'ai aimé sa réponse. Elle a dit, ah, ben, c'est pas compliqué, je fais ce que les gens font en venant chez moi. Je consomme local. Voilà. Ça force à une réflexion un petit peu différente. Ouais. Vous pouvez réouvrir vous pouvez, enfin, si vous en êtes d'accord, réouvrir. Alors, ça, vous levez la main peut-être, mais vous pouvez réouvrir vos micros. Sylvana, tu voulais poser une question sur l'Europe et moi aussi, donc ça tombe très bien. Mais comme ça, on rentre dans un débat plus convivial. Vas-y, Sylvana, réouvre ton micro. Voilà. Bonjour. Oui, je voulais savoir, s'il vous plaît, par rapport à l'Europe, est-ce qu'elle reconnaît le SCO? Comment ça se passe? Alors, on dépend de l'Europe dans le sens où, quand on passe au numérique, au niveau du cadre légal, on devient un service de paiement. Donc, les services de paiement dans l'Union européenne sont encadrés par les directives sur les services de paiement, la DSP1 et la DSP2. Les directives, c'est du droit européen qui est appliqué dans chaque État par des adaptations. C'est-à-dire que les directives sont adaptées au droit, sont transposées en droit national. Et ça, c'est en France l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui s'en occupe. Et c'est elle, du coup, qui nous supervise, hein, pour tout ce qui est numérique. Quand on est en billet, on est hors champ de la réglementation bancaire. On a beaucoup de marge. Quand on lance le numérique, on est un service de paiement, mais en France, jusqu'à 1 million d'euros de transactions sur 12 mois, on n'a pas besoin de déclarer quoi que ce soit à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et après, quand on passe ce cap du million d'euros de transactions, ce qui est notre cas, on doit faire un dossier de demande d'exemption d'agrément, en l'occurrence à la CPR, et c'est ce qu'on est en train de faire avec notre conseil. Hein, donc il y a un cadre légal qui vient de l'Europe et qui s'applique.
Et après, on n'est pas très connu je pense, de la Commission européenne. Voilà, on a fait un premier échange avec Finansol au niveau national, qui nous connaît un peu, on se présente, et ils trouvent intéressant, et peut-être que, pareil, ils ont proposé d'intégrer un paragraphe sur les monnaies locales, sur l'intérêt de les soutenir et de favoriser leur essor dans le livre, je pense, il y a un livre blanc de la Commission européenne avec des interventions de tout le monde de l'ESS, et du coup, le Finansol va mettre sans doute, on espère en tout cas, une petite ligne sur les monnaies locales pour dire que ce sont des projets de territoire intéressants pour la transition et l'ESS. Donc voilà, petit à petit, je pense que les monnaies locales vont se développer. La France est un pays leader. Et l'idée qu'on a, c'est de dire avec le mouvement Sol, il faudrait qu'en France, on fasse un vrai boom des monnaies locales, collectif, et que derrière, devant ce boom collectif, que l'OSCO sert peut-être de détonateur en disant mais ça marche, et il y a plein de monnaies avec qui ça peut marcher, allons-y. Qu'on soit 5, 6, 7 monnaies dans 3-4 ans à être au niveau de l'OSCO aujourd'hui. On a 2,5 millions de en circulation, par exemple. Et on est vraiment en tête de ce côté-là, mais on aimerait qu'il y en ait plein d'autres, et même avec plus de monnaies locales en circulation. En avoir 5-6 en France, qu'il y a un mouvement dans les 10 ans, 15 ans qui viennent d'essaimage, et que ça donne l'exemple dans toute l'Europe derrière, que les Italiens se disent, mais en France, ils développent des monnaies locales à vitesse grand V, c'est super, nous aussi, il faut qu'on en fasse. Voilà, c'est ça l'idée, au niveau européen. Il y a M. Etcheves qui voulait poser une question, puis après, moi, je poserai une question également sur l'Europe, si vous en êtes d'accord. Donc, je lève la main pour la prise de parole suivante. Monsieur Etcheves. Oui, bonjour. Mais je me permettais d'intervenir parce que je me suis pas mal intéressé à la monnaie locale du début des années 30, le WIR, en Suisse. Et je voulais savoir s'il était souhaitable, dans un premier temps, et faisable ensuite, de faire de la création monétaire en EOSCO pour, par exemple, parce que là, on a beaucoup parlé d'échanges, mais on n'a pas parlé de prêts pour essayer de prêter de l'argent en EOSCO, là où les banques françaises ne suivraient pas sur des microcrédits, par exemple, accordés aux entreprises. C'était en tout cas l'initiative du WIR dans les années 30, où ils ont sauvé leurs entreprises de la crise grâce à du financement local. Oui. Alors, le WIR, je connais pas mal. C'est vrai, c'était... en fait, c'est un apport en trésorerie surtout. Ils font de la création monétaire, en effet. On doit tous connaître les CEL, les systèmes d'échange locaux. On rentre dans un CEL, on a un petit crédit au départ, on se rend des services et c'est en monnaie heure. Et du coup, on a des crédits en heure. Et puis après, on fait venir quelqu'un chez soi pour apprendre un coup d'informatique. Et il prend sur notre crédit en heure. Et puis voilà, on appelle ça de la compensation, en fait. Mais le WIR, c'est pareil. On appelle ça un barter. C'est un barter. Il y a le Sardex aussi en Sardaigne, qui marche très bien. Le WIR a été lancé en période de crise en 1934, en effet, en Suisse. Il y a aujourd'hui, je crois, 60 000 PME qui sont dans le réseau. C'est énorme. Et il y a un vrai impact sur l'économie de la Suisse. Et en Sardaigne, ça a été lancé en 2007-2008 en pleine crise des subprimes et ça a pris très fort aussi. Donc, les barters marchent bien quand c'est lancé en période de contraction financière, de contraction du crédit et donc de la trésorerie. Parce que ça propose un système de compensation. J'ai une ligne de crédit, je peux acheter des produits locaux à des fournisseurs locaux et je ne touche pas ma trésorerie en euros. Je passe en négatif sur mon crédit barter. Et puis derrière, demain, il y a quelqu'un qui vient m'acheter mes produits en barter et je repasse en positif. C'est génial. On y avait pensé au début de l'OSCO, on s'est dit, non, on a fait le constat que justement, ça marchait que quand on se lançait en période de crise. Et nous, on a commencé à réfléchir en 2011 à l'OSCO et on a lancé en 2013. Par contre, là, on a peur qu'une crise arrive. Du coup, dans la partie j'ai parlé tout à l'heure de l'étude sur le passage au sud, on pense dans cette étude-là, il y a à part égale la question de est-ce qu'il faut créer un barter. Est-ce qu'il faut créer un barter au Pays Basque et comment le faire coexister avec l'OSCO. Pour l'instant, il n'y a pas de système qui existe qui permette de faire coopérer les deux. Est-ce que ça peut être créé? Voilà, je ne sais pas. On va étudier ça juridiquement, on espère en tout cas. Et on recherche des soutiens pour cette étude-là, qui a un coût. Et donc, on va essayer de la mener pour savoir de quelle manière on pourrait créer un barter adossé à la monnaie locale. Est-ce que c'est pertinent, encore une fois? Souhaitable, pertinent? Est-ce que ça conforte le projet ou est-ce que c'est au détriment du projet? Et comment est-ce que techniquement on peut le faire juridiquement? C'est beaucoup de questions, sans doute des perspectives intéressantes. Et réponse dans un an ou deux. Ah, on t'entend pas, Alice. Pardon? Je ne t'ai pas entendu en tout cas, moi. Ah, pardon. Mathilde demandait ce qu'est un parterre. Et moi, je prolongerai. Alors, je te laisse répondre sur le parterre et je reprends la parole ensuite. Le barter, c'est un système d'échange inter-entreprise sur un système de compensation. Barter, avec un B. Barter, et tu peux peut-être mettre en lien le site de France Barter. Et Bercy, le ministère du Trésor, le ministère des Finances, a sorti à la fin des années 2000, je crois, au début 2010, un livre blanc sur les barters pour encourager la création de barters en France. Donc, vraiment, c'est un super outil. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un super outil. D'accord.
c'est intéressant ça. Ouais, c'est très Et intéressant. Comment tu l'écris? B-A-R-T-E? R. R tout simplement. D'accord. D'accord. Barter. Parfait. Ok. Là, regarde, tu l'as le lien juste Ouais. au-dessus. Et alors, pendant que Mathilde nous met les liens, et encore une fois, on la remercie parce que systématiquement, on a les liens au fur et à mesure, c'est super. Je voulais te demander, alors je te pose la question de Candide qui m'a été souvent renvoyée quand je parle de l'ESCO par je dirais, les détracteurs, entre guillemets, d'une monnaie locale, qui est, on a mis des années avant d'avoir une monnaie européenne commune, et vous faites la promotion de monnaie locale, vous revenez au local, c'est du retour en arrière. Oui. Qu'est-ce que En tu fait, c'est que c'est deux niveaux. On continue à entendre. Hein. C'est deux niveaux différents en fait. Les monnaies nationales qui existaient, comme le franc, la pesette, la lire, le Deutschmark, hein, c'était des monnaies qui coexistaient et qui avaient en plus la difficulté d'avoir des taux différents et fluctuants. C'est quand même pas très pratique. Et elles coexistaient, mais sur le même modèle. C'était les mêmes monnaies sur des États différents, avec des politiques monétaires différentes, mais le même système de monnaie centralisée, nationale, qui existe. Et là, on n'avait rien créé de nouveau. On avait créé une complication. Fusionner, c'était beaucoup plus simple. Bon, on s'était parti de la politique monétaire nationale, par contre. Et on l'a transposé au niveau européen, avec des choix collectifs. Donc ça, c'est intéressant aussi. La monnaie locale, ce n'est pas du tout ça. La monnaie locale, c'est un retour à l'orthodoxie monétaire. Je dis ça de façon un peu provocatrice exprès. Parce qu'en fait, juste la dernière monnaie locale en France a disparu sous l'ère napoléonienne. C'est d'actualité. C'est au début du XIXe siècle que la dernière monnaie locale a disparu. Et jusque-là, il y avait toujours eu des monnaies locales en France. Parce que la monnaie locale, ça répond à un besoin fondamental. Je reviens un peu plus en arrière que l'ère napoléonienne. À l'époque du Moyen-Âge, et avant et après, il y avait une monnaie forte qui était souvent en métal précieux. Elle portait sa valeur en elle-même. C'était l'or ou l'argent ou le bronze qui avait de la valeur. Et c'était au gramme qu'elle se payait. La valeur était au gramme. Il y en avait qui limaient un peu les coins pour récupérer la. Mais bon, normalement, toutes les pièces avaient le même poids et donc une valeur à proportion de leur poids en or. Mais quand on allait chercher la farine au moulin, qu'on était boulanger, on n'allait pas avec sa bourse en or. Hein. Tout le monde n'avait pas de l'or dans la poche pour faire les courses. Et quand les gens allaient chez le pain sur le marché pour acheter du pain, ils ne payaient pas en or, ni en argent. Ça, c'était la monnaie pour les échanges entre gens qui ne se connaissaient pas, entre territoires, ou pour stocker la monnaie qui garde de la valeur, sans qu'on ait peur de perdre de la valeur, parce que c'était de l'or, on stockait de l'or, donc ça avait de la valeur quoi qu'il arrive. Et ça, cette monnaie, elle est hyper intéressante. Elle permet d'échanger avec des gens qu'on ne connaît pas et d'échanger entre territoires. Ça, c'est l'euro aujourd'hui. L'euro est une monnaie forte qui permet d'échanger entre territoires et qui permet d'être stocké avec un taux d'intérêt, qui permet d'avoir de l'épargne et donc de faire de l'investissement. Pour la transition écologique, j'espère, mais de faire de l'investissement, des bons investissements. La monnaie locale, c'était l'autre usage. C'était je vais acheter le pain chez mon boulanger qui va aller au moulin prendre la farine, et là, il nous faut une autre monnaie. Et il y avait des monnaies qui étaient battues par des autorités locales. Ça pouvait être le temple dans l'ancienne Égypte, c'était le prêtre du temple qui prenait des tessons d'amphore cassés et qui marquait dessus, qui prenait des tessons, qui mettait un sceau et un symbole dessus qu'il avait lu seul et une date de péremption, à partir de laquelle la monnaie n'avait plus de valeur. Et c'était l'outil d'échange quotidien. En France, il y avait des monnaies locales qui étaient des monnaies de territoire, qui pouvaient être en bois, certaines, peut-être battues par des évêchés, ou en métaux peu précieux, et qui servaient aux échanges localement. Des fois, localement, ça pouvait être des grands territoires. Et puis, du coup, il y avait des territoires où ça se croisait. Mais il y avait une pluralité monétaire, il y avait une biodiversité monétaire. Et à chaque monnaie, sa fonction. La monnaie locale de territoire, elle était plus en abondance, et elle permettait de mettre de l'huile dans les rouages économiques. Tout le monde pouvait échanger parce qu'il y avait de la monnaie qui circulait. Mais tout le monde n'avait pas de l'or. L'or servait pour les grands marchands, les autres, à échanger avec les autres territoires, avoir de la confiance entre territoires. Aujourd'hui, c'est pareil. L'euro sert à échanger entre les territoires et permet de tout faire. C'est une monnaie universelle extrêmement pratique. La monnaie locale, c'est une monnaie qui ne sert que sur le territoire à faire ce que ne sait pas faire l'euro, c'est développer l'économie locale. Et tout ce petit travail-là de mise en relation, de création de liens, de défense du commerce de proximité de l'agriculture paysanne, tout ça, l'euro, en fait, l'euro tape trop gros pour pouvoir agir au niveau d'un petit territoire. La monnaie locale, ça vient du territoire, c'est géré par les parties prenantes dans un modèle de société coopérative d'intérêt collectif, avec chacun qui participe à la gouvernance en général. Et c'est dans l'intérêt du territoire, par le territoire, pour le territoire. Et c'est convertible en euros. Et les deux coexistent. Mais chacun avec sa fonction.
Donc, il y a bien, par rapport à la P7 et au franc qu'on avait avant, il y a bien deux raisons d'être différentes. Je te remercie parce que ça m'aidera dans l'explication que j'en donne, parce qu'elle est un petit peu différente de ce que je fais. Mais par contre, est-ce que ça explique pourquoi, par exemple, en Bretagne, il y a 7 ou 8 monnaies locales, ce qui irait dans ton sens, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très localisée pour le Oui, coup. D'accord. tout à fait. Par contre, ils viennent de lancer le projet, là, cette année, D'essayer de grouper, ouais. oui, via le numérique. Ouais. La monnaie billet restera très locale, mais l'outil numérique sera mutualisé. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens des monnaies locales. Enfin, tu avais repéré. Ah, il y a Marion qui a levé la main, mais juste avant Marion, si vous me le permettez, Anne, est-ce qu'il y a d'autres personnes est-ce qu'il y a des personnes d'autres monnaies locales, pardon, qui sont présentes? Ah, Marion, ah, bah, ça tombe bien alors. En avant, Marion. À vous la parole. En ouvrant le micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Alors, je suis stagiaire en fait à la monnaie locale La Miel et je suis en stage mais à la mairie de Bègle, donc qui est à côté de Bordeaux, c'est en Gironde. Et Bègle, ça fait partie de la métropole bordelaise. Donc, je suis en stage pour 6 mois. Je viens de tout ce qui est aménagement des territoires et urbanisme. Je suis en master 2. Et en fait, donc, ce stage, l'association, elle n'a pas les moyens d'avoir un stagiaire. Donc, c'est la mairie avec le partenariat qu'ils ont mis en place qui paye le stagiaire. Et donc, la miel, elle existe depuis 2013 et pourtant, on n'a que 27 000 miels en circulation et on a du mal, en fait, justement, à développer notre stratégie et à la développer sur le territoire. Et une question, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est comment vous faites pour mobiliser les citoyens, en fait, pour les mobiliser et les amener à ces enjeux-là, parce que c'est complexe de comprendre la monnaie hein, et aussi de comprendre réellement son impact, parce que beaucoup de citoyens me disent, bon, ben moi, ok, mais moi, je vais déjà voir des commerçants locaux. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus? Donc, il y a déjà ce point-là comme réponse, souvent qu'on me donne comme argument. Et il y a aussi le fait que la rendre accessible à tous, parce que nous, nos commerçants qui sont dans la transition écologique, qui font partie de notre réseau, c'est vrai que les prix, bah, des fois, ils sont un peu plus chers et c'est moins accessible à une certaine population aussi. Voilà, donc j'ai ces deux questions-là. Et après, voilà, c'est d'autres questions. Est-ce que tu me permets de répondre sur la première juste parce que justement, moi, quand la monnaie locale, quand je suis arrivée en Pays Basque, enfin bien après, mais en 2014, j'ai commencé à entendre parler de l'ESCO et le point qui me paraissait fondamental enfin l'un des éléments qui m'a paru hyper intéressant, c'était le fait qu'il y avait, je dirais, 3 opportunités dans le fait d'adhérer à l'ESCO. C'était aussi, alors, c'était la partie faire vivre le local. 2, et ce qui est fondamental aussi, c'était la possibilité d'épauler une association de mon choix à hauteur de 3% de ce que je dépensais. Et moi, j'avais trouvé cette double entrée intéressante. Et la troisième, et je ne sais pas si je ne m'étais pas trompée au départ, mais et tu vas me corriger c'est pour ça que je le disais en amont, la troisième, c'était de se dire que cet argent qui était mis en parallèle parce qu'à chaque fois qu'on frappe une monnaie, on est obligé d'avoir la correspondance. Donc, à chaque fois que tu as un ESCO, tu es obligé d'avoir un euro en réserve. Si j'avais bien compris, ça allait aussi par Erecoa et la banque et des banques comme Erecoa aider les entreprises locales dans leur fonctionnement. Et moi, ces 3 éléments-là m'ont fait adhérer tout de suite à l'ESCO sans jamais me poser de questions, comme vous le disiez, Marion, ah bah oui, mais j'allais déjà chez mon boulanger. Et le quatrième point qui progressivement m'est venu à l'esprit, c'est que si je vais dans un resto qui prend le SCO, je suis au moins sûre qu'il y a une partie qui est achetée locale. Ça me paraît aussi un élément simple pour moi de me dire, bah, je suis au moins sûre que le fromage, la viande, le poisson sont achetés localement. Pardon d'avoir été un peu... Non, c'est très bien de répondre collectivement. Merci. Et peut-être que, voilà, que d'autres pourront, comme Anne de la Roue, pourront peut-être répondre aussi en partie. Nous, à l'ESCO, du coup, ce qu'on voit, c'est que la communication est importante. On développe des stratégies en fait, de mobilisation citoyenne. On fait d'ailleurs une des formations gratuites qu'on fait cette année, c'est en septembre sur le thème de la mobilisation citoyenne. Et chaque monnaie peut envoyer 3-4 personnes. Il y a des bénévoles qui peuvent venir, des salariés, des stagiaires, enfin, tout le monde peut venir. Et du coup, la stratégie, c'est de faire connaître le projet. Ensuite, de le faire apprécier. Il faut expliquer ce qu'on fait. Hein. Voilà, trouver que les gens expliquer ce qu'on fait et en quoi c'est positif.
Et là, il y a eu pas mal de réponses données par Gilles, hein, c'est vrai que c'est très important. Et après, c'est faire participer. Et là, il faut que l'accès à la monnaie soit facile. Combien de convertis à l'EUSCO qui ne sont pas pratiquants? Si tous les gens qui se disent ah, je devrais utiliser l'EUSCO le faisaient, c'est le modèle économique qui serait 3 fois atteint. Je veux dire, on n'aurait pas 4000 utilisateurs comme aujourd'hui, on en aurait 12 000, 15 000, 20 000. Et on n'aurait plus aucune difficulté, ça ne ferait que se propager. L'accès, c'est extrêmement important, c'est un changement d'habitude. On a tendance à dire que c'est un peu comme le tri sélectif. Il a fallu 30 ans de matraquage, de communication sur le tri pour que 50% des Français le fassent. On n'est qu'à 50%. Et que c'est une partie. Et donc, je veux dire, on n'a pas les moyens de l'État hein, là-dessus. Hein. Donc, il faut beaucoup d'ingéniosité, et il faut de la méthode, il faut faire de la communication. Et le 3%, c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, on a un salarié aujourd'hui qui anime des bénévoles et qui fait des tables d'infos à la sortie des associations. On a des écoles, par exemple, en langue basque, qui sont associatives. Du coup, les parents peuvent payer la cotisation en EUSCO. Ils adhèrent pour financer l'association aussi. Et du coup, comme tous les parents ne sont pas encore adhérents, on fait à 4 heures à la sortie des cours. Ils restent 2 heures et puis ils expliquent, ils distribuent, ils discutent. Et en général, à chaque fois qu'ils sortent aujourd'hui, là, on essaie d'améliorer les process. On travaille tout le temps. Hein. C'est énormément de travail de toute l'équipe. Et là, actuellement, là, depuis le début de l'année, il atteint le rythme de 5 ouvertures de compte en EUSCO par table d'info, ce qui est énorme. Si on en fait une par semaine, à la fin de l'année, ça va nous faire des 200, 250 gens qui auront ouvert de compte que par ce biais-là. Le parcours, je vois de l'EUSCO sur Internet, je me connecte par Facebook, je suis convaincu, j'ouvre un compte tout de suite, il est moins important. Le 100% digital, il ne marche pas encore tout à fait. Il commence, on a eu la semaine dernière, on avait des super chiffres là-dessus, on ne sait pas trop pourquoi, on va essayer d'analyser, parce on fait puis on analyse après hein, pour répliquer. Et du coup, l'humain est super important. Le bouche à oreille, l'humain, et puis que ce soit accessible. Il faut des bureaux de change, il faut que dans les bureaux de change, les gens soient accueillants, disponibles, il faut qu'ils soient ouverts avec de leurs amplitudes horaires, il faut que si on veut ouvrir un compte, ce soit simple, rapide, qu'il n'y ait pas de bug en route. Voilà. Tout ça, c'est la simplification parce que les gens sont prêts à changer, mais globalement, il faut quand même pas que ce soit trop compliqué. Ouais, merci. Mais au-delà de ça, moi, je m'intéressais surtout aussi au prix. Parce que je ne sais pas vous, mais nous, je sais que les prix, des fois, nous, ce n'est pas accessible en fait pour tout le monde. Par exemple, pour un étudiant ou pour une personne en précarité, il ne peut pas aller acheter du bio. Ou Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que le problème n'est pas le prix, c'est le prix plus notre mode d'alimentation. Oui, il y a les deux, je suis d'accord. Voilà. Mais par exemple, moi qui ai déjà un mode d'alimentation qui est sans viande, etc., des choses comme ça, qui est déjà diminué sur plein de choses, il y a quand même des fois des prix, en tout cas nous, dans les prestataires qui sont actuels, qui sont quand même plus élevés. Alors peut-être que c'est parce que c'est la métropole bordelaise et que peut-être qu'à la campagne, enfin, je sais pas, des endroits un peu plus à la campagne, ça peut être moins cher ou chez des maraîchers directement à la vente directe. Mais, oui, ça c'est vrai. Là, j'ai eu du bœuf bio à 15 € le kilo. Voilà, donc ça, c'est sûr. La vente directe, c'est toujours moins cher, mais, mais c'est moins accessible. Quand on est en ville, on ne peut pas tout le temps aller à la vente directe, etc. Enfin... Je suis d'accord. Mais en fait, à Bordeaux, il y a la MAP. Hein. À Bègle, comme à Bordeaux, il y a les AMAP. Oui, bien sûr, il y a les AMAP. Les AMAP, elles sont à des prix tout à fait intéressants. Et en plus, en termes de communication, Dante, il y a un point, je pense qu'on peut rajouter, c'est que c'est aussi les consommateurs qui peuvent à un moment donné dire à leurs commerçants, vous prenez le SCO. Oui. On dit 15 fois à un commerçant, vous prenez le SCO, il arrive un moment où il dit, mais comment je fais pour avoir le SCO? Parce que, voilà, donc c'est aussi la méthode. C'est vraiment participatif. Et après, moi, sur la question du prix, je suis d'accord, c'est un problème, mais je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que, à moins de se dire, on fait rentrer Lidl à le SCO, mais ce n'est pas le projet, quoi. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un vrai problème et je ne suis pas sûr que la monnaie soit capable de le résoudre. C'est pour ça que je dis que c'était la monnaie plus alimentation et tu as raison, c'est plus que ça en fait. C'est la monnaie plus alimentation, plus le fait que qu'il y a des catégories de population qui n'ont pas assez de revenus. Hein. Et ça, en euros ou en EUSCO, c'est pareil. Et malheureusement, ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité. Voilà, et ça, c'est un vrai problème. C'est ça que j'essaye de développer avec la mairie en fait, de Bègle. Aussi développer un peu cette alimentation durable, saine de qualité. Et bien dans ce cas-là, c'est intéressant parce que quand je disais qu'une monnaie locale, c'est un territoire et un projet pour ce territoire-là, c'est que vous avez identifié comme projet pour votre monnaie le fait que la monnaie soit un vecteur d'accès à une alimentation de qualité, par exemple. Ça peut être un choix, mais ça, du coup, il faut une stratégie, il faut que ce soit un objet central et une stratégie. Pourquoi pas? C'est une innovation quelque part, c'est intéressant. Ça peut être le choix qu'on fait, ça peut être un des objectifs de la monnaie, par exemple. Pour le moment, c'est une des pistes, mais il y en a plein d'autres. Du coup, c'est peut-être pas celle qu'on va arrêter.
Voilà. Suivant le territoire. En fait, juste pour finir, avant peut-être après, comme je dis, parce que ça me fait penser à une chose très importante, c'est qu'on crée des outils de l'ESS aujourd'hui avec les monnaies et on en fait ce qu'on en veut. Collectivement, on se réunit, on décide, on fait des choix et c'est quoi nos priorités et ce qu'on veut travailler. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans les temps qui courent de faire du collectif et d'avoir les choses en main. Ça fait du bien d'avoir la décision en main soi-même. Voilà, c'est collectivement sur un territoire. Merci. Monsieur Tchouest, vous avez demandé la parole. Tout à fait. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer une plateforme numérique, un peu sur le modèle d'Amazon, mais en plus vertueux, qui proposerait l'ensemble des biens et services commercialisés en Eusko au Pays Basque, histoire que l'ensemble des consommateurs puissent se connecter sur cette plateforme et voir tout ce qui est vendu près de chez eux en Eusko? Bonne idée. Alors, c'est possible, on appelle ça une marketplace si je ne m'abuse. À peu près, oui. Mais ça fait partie des projets possibles pour mettre en avant les produits du territoire et qui pourraient du coup intéresser plein de gens, y compris des gens voilà, qui voudraient, qui ont l'habitude de consommer par Internet et qui le feraient du coup en eusko plutôt qu'en euros. Oui, ça fait partie des possibilités. On a tellement de choses à faire que ce n'est pas la priorité, mais c'est possible, si pour répondre à la question. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça ne va pas contre le commerce de proximité? Je ne sais pas. C'est un avis qu'on devra trancher collectivement. Moi, je pense que c'est intéressant. Ça a peut-être ses limites, mais c'est intéressant, c'est un débat à avoir. Mais en tout cas, possible, ça l'est. Parce que ce qui est intéressant avec le Eusko, c'est que ça marche bien dans les centres urbains où il y a pas mal de boutiques et où on peut croiser tout type de commerce assez proche de chez nous. Mais quand on habite un peu plus loin, Ça, par exemple. moi je parle par exemple d'Urt, je suis natif de là. Ouais. Des commerces en dehors de la boulangerie, de la boucherie, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai qu'une plateforme voilà, en ligne où je pourrais voir, ben, tiens, je voudrais acheter, j'en sais rien moi, un lave-vaisselle, au lieu d'aller à Bayonne acheter un truc, ben, il y en a un qui le fait, il y a une coopérative de l'autre côté qui le fait. Enfin, c'est dans ce sens que D'accord. je disais. Oui. Oui, je comprends. Oui, ben là, je comprends. Il y a la distance. D'ailleurs, à Hurt, il y a. Est-ce que vous faites toutes vos courses à Hurt en général? Oui, mais non, c'est Oui. Parce que déjà, vous devez aller pour certaines choses du coup, sur Bayonne ou Oui, sur oui. Internet, du coup, plutôt. Tout ce qui n'est pas alimentaire, oui, oui, c'est à Bayonne, hein. Et voilà, donc c'est ça le. Après, l'intérêt que je vois, moi, c'est que si un commerce se monte dans une zone où c'est un pari de monter un commerce, le fait de s'insérer dans un réseau de solidarité comme le SCO et d'attirer des consommateurs qui sont solidaires, ça peut être intéressant, ça peut lui apporter une clientèle peut-être au lancement qui va l'aider. Et on aimerait beaucoup aussi avoir un système, on y réfléchit, qui permettrait d'investir le fonds de garantie de l'ESCO, puisqu'on a 2,5 millions d'euros en réserve sur des banques éthiques. Peut-être que se dire qu'à l'avenir, une partie des euros qui seront changés en ESCO pourraient être investis dans des projets de transition écologique locale. Voilà, ça fait des choses aussi auxquelles on réfléchit. Et ça pourrait aider des commerces à se monter avec un système comme Village Vivant qu'on n'a pas encore au Pays Basque, mais qui est un super système, Village Vivant, qui existe en France et pourquoi pas en avoir un aussi au Pays Basque, qui permet en fait d'acheter des baux commerciaux de façon collective, comme Terre de Liens pour la terre ou Habitat Humanisme pour le logement social. Et en fait, on prend des parts sociales dans la coopérative qui achète après des baux sociaux, qui met des tarifs peu élevés pour favoriser l'implantation de commerces derrière, des commerces en plus qui sont en général choisis un peu par le village. Genre, si on ouvre ça, est-ce que vous serez intéressé? Et du coup, ça répond à une demande locale, quoi. D'accord. Donc oui, il y aurait beaucoup de choses à faire pour ça. Et, il y a plein de possibilités, en fait, plein de solutions. Et c'est vrai que la marketplace, on n'y est pas encore. Mais, parce qu'à travers la monnaie, c'est le patriotisme économique qu'on défend. Et moi, j'y crois. Je pense que le patriotisme économique, il existe mais c'est peut-être le manque de visibilité sur les produits qu'on peut acheter qui freine d'une part les gens à adhérer et qui prennent aussi ce patriotisme-là. Oui, bien sûr, on n'a pas. Tant que la monnaie n'est pas d'usage général, c'est sûr que c'est un frein. C'est plus compliqué d'utiliser que d'utiliser l'euro. Mais ça apporte aussi d'autres choses. On sait que il faudrait vraiment voir les chiffres du mouvement sol, ils sont hyper intéressants. Si on les a vus, je crois, en début, 62% des utilisateurs du monnaie locale. C'est une étude qui a été faite pendant 1 an et demi. Hein. Il y a eu des milliers de réponses au questionnaire. C'est vraiment une grosse étude qui a été financée par Fondation pour une Terre solidaire et la Fondation Crédit Coopératif. Et vraiment, c'est très marquant. 62% des utilisateurs du monnaie locale vont davantage dans le commerce de proximité.
je crois qu'ils sont plus de 40% à manger davantage en bio. Donc il y a ça aussi, c'est que la monnaie locale, on parlait des outils Marion tout à l'heure, ça permet aussi de flécher la consommation et ça permet aussi aux commerçants qui se lancent a priori, hein, globalement, peut-être pas pour chacun d'entre eux, mais d'avoir un intérêt aussi. Et ça permet de défendre le commerce de proximité et aussi des filières locales. Hein. Je partage l'idée qu'il faut favoriser des filières courtes, locales, de proximité et de qualité. Et vraiment, d'ailleurs, sur ce sujet, la lecture de ce rapport est vraiment super intéressante et je pense en particulier à Marion. Je ne sais pas si vous vous êtes procuré ce rapport. Vous l'avez? Oui, je l'ai lu et je l'ai communiqué à une commission économique avec des élus. J'ai repris le même schéma que vous. J'ai lu, il y a plein de choses, il y a des chiffres. Enfin, c'est vraiment impressionnant ce rapport, il est génial. Vraiment très, et ce qui est très intéressant, c'est le mode aussi de questionnaire qu'ils ont mis en place pour arriver à ça. Mais, alors, Dante, on va te faire plaisir parce qu'on peut vous annoncer en avant-première, mais vous le gardez pour vous puisqu'on est entre nous. Et que ce ne sera pas du tout diffusé sur la chaîne YouTube. Le montage. Le mardi, Mathilde est spécialiste de la découpe au montage. Le prochain mardi de l'ESS, qui aura donc lieu le 1er juin, puisque c'est le premier mardi, ça sera justement sur le foncier et l'économie sociale et solidaire. Et nous aurons la chance d'accueillir le réseau territorial de l'économie sociale et solidaire qui a fait un magnifique travail et un très beau rapport sur le sujet. Voilà, qui est super intéressant et qui, voilà, non, baisse un tout petit peu, voilà. On aura ça et le PFL Pays Basque qui sera présent également. Donc le débat risque d'être riche et intéressant entre ces deux structures. L'une qui découvre l'ESS, c'est le PFL qui a envie de travailler là-dessus, et le RTES qui travaille depuis longtemps et qui a fait une très belle analyse aussi. Et donc le prochain mardi, on travaillera là-dessus et ça répondra peut-être à cette question de savoir comment on peut articuler des lieux qui seraient des lieux propices à un développement économique de territoire plus cohérent. Et surtout, sur tout le territoire, parce que nous, en Pays Basque particulièrement, on est quand même très côte et très peu sur le Pays Basque intérieur, et donc il faudrait réussir à mixer et avoir une solution plus homogène. Et le PFL qui a découvert du coup l'ESS notamment via Village Vivant. Voilà. Donc, ils sont allés en Ardèche pour les rencontrer. Ben, ouais. C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, c'est un peu nous l'objectif que l'on poursuit dans cette maison, c'est de faire que cette économie sociale et solidaire demain soit évidente pour tous. Et que quand on parle de Finansol dont tu parlais tout à l'heure et qu'on avait fait intervenir aussi lors du mois de l'ESS, c'est que l'épargne devienne une épargne solidaire, mais de proximité réelle. C'est-à-dire que les gens soient vraiment acteurs de cette épargne-là. Aujourd'hui, on en parle tous, les livrets de développement durable et solidaire, c'est un peu une nébuleuse. On ne sait pas trop l'argent que l'on met en épargne, on ne sait pas trop où ça va. Donc tout ça, c'est en cours de réflexion et ce qui est fabuleux, c'est que justement, dans cette ESS, on est tous à réfléchir de façon conjointe parfois, c'est-à-dire qu'on se regroupe, on se retrouve et on va pouvoir tisser des choses particulièrement propices au territoire et au développement, me semble-t-il. Oui, et du coup, pour rebondir sur ce que dit Gis par rapport à tisser ensemble, pour les mardis de l'ESS, nous, on propose des interventions chaque mois, mais bien évidemment, toute personne peut nous faire des suggestions, que ce soit sur une thématique ou sur un intervenant qu'il aimerait bien voir participer. Donc, soit sur une thématique et nous, on s'occupe de faire venir des intervenants, soit sur un intervenant en particulier, soit co-organiser une intervention. Enfin, ça peut être, c'est très, très ouvert. Donc, voilà. Donc, il y en a 12 dans l'année, donc il y a de quoi faire. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas, j'aimerais bien avoir un peu des nouvelles de la roue à Avignon. Je sais que Anne est avec nous. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu voir un peu ce qui se passe du côté d'Avignon avec la roue, où est-ce que vous en êtes, vos projets. Anne, je ne sais pas si tu as en 2 minutes, hein, peut-être, mais juste pour avoir un petit regard. Vous m'entendez? On ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, vous m'entendez? Excuse-moi, c'était haché la danse. Oui. Bon, nous, on vous entend bien.
Ok, bah super. Donc, bonsoir à tous. Je voulais rebondir avant de parler de la roue, rebondir sur la question de Monsieur Etchevest sur le marketplace dont tu as cité deux structures de niveau national concernant les monnaies locales. Il y a le mouvement Sol, il y a effectivement donc l'Institut de formation des monnaies locales qui est dans le Pays Basque, et il y a une troisième structure qui est Loca Valuto, qui s'occupe de tous les outils numériques, soit de gestion de suivi pour les monnaies locales, soit de paiement numérique. Et l'objectif final, effectivement, de Loca Valuto, c'est de mettre en place des marketplaces, justement. C'est l'étape d'après la mise en place, pour nous, en tout cas, de la roue numérique. L'étape d'après, ça sera la marketplace. Donc c'est bien, effectivement, dans les tuyaux. Voilà. Sinon, pour ce qui est de la roue, nous, on est. Donc, moi, je travaille à la roue Vaucluse et je fais aussi partie de l'association coopérative qui réunit les 7 associations qui sont tournées la roue chacune sur leur territoire, puisque donc on est 3 associations départementales et 4 associations de taille de pays, on va dire, de territoire, Pays d'Aix, Pays de Chalon, Pays d'Arles et Marseille, et puis le département de Vaucluse, le département des Hautes-Alpes et le département des Alpes de Haute-Provence. Donc, pour ce qui concerne la roue Vaucluse, on est en développement constant depuis 2012, et là, on atteint un palier supplémentaire qui est celui des relations avec les collectivités, puisqu'une première collectivité a adhéré, qui est la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Non seulement elle a adhéré, mais en plus elle a financé un bonus de change de 20%, donc pour tout adhérent qui change des euros en roue. Et ça fait faire un bond au niveau des adhésions des particuliers. Voilà, bon, l'idée étant que ça soit une aide au premier pas. Voilà, il n'est pas question que justement qu'il n'y ait qu'un intérêt financier dans l'utilisation de la roue. Voilà, c'est un premier pas, et pour ensuite expliquer toute la pédagogie et l'intérêt des monnaies locales que donc Dante et aussi la maison de l'ESS, pardon, les intervenants de la maison de l'ESS, pardon, j'ai pas retenu les noms, vous ont aussi expliqué. Voilà, c'est très très bref. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Juste pour répondre aussi à Marion, on a fait une expérimentation de bonus de change financé par la ville d'Avignon à destination des étudiants. Bon, nous, ça n'a pas trop marché. C'est-à-dire, alors déjà, c'était un peu en période pré-Covid, mais nous, on n'a pas les bars qui vont bien apparemment pour les étudiants. Et les étudiants n'achètent pas leur alimentation au marché, encore moins à la Biocoop. Donc voilà, le résultat de l'expérimentation, c'est qu'il faut vraiment travailler sur aussi là où vont les étudiants, et que le changement, comme on parlait de la consommation, il n'est pas mûr chez les étudiants, de mode où on va consommer n'est pas mûr. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre au début de votre intervention, en réponse à M. Etchevest, vous avez parlé de quelque chose que je n'ai bien compris le nom. Est-ce que vous pourriez juste nous redire de quoi il s'agit? C'est le Loca Valuto, L-O-K-A-V-A-L-U-T-O, qui veut dire monnaie locale en espéranto, et qui est une structure pour l'instant associative de niveau national, qui propose aux associations des monnaies locales, qui propose, oui, des outils de gestion des monnaies locales, de gestion de suivi, et aussi de mise en place du paiement numérique. Donc tout ça, c'est en fait, ça mutualise et la solution de l'ECHCO et des solutions, quand je parle du paiement numérique, et des solutions basées sur la blockchain, et voilà, plein d'autres solutions. Ça se veut être l'interlocuteur des monnaies locales, au même titre que l'Institut des formations ou que le mouvement Sol, mais l'interlocuteur sur les outils numériques, que ce soit de gestion ou de paiement.
Luca Valuto. D'accord. Ça y est, on a trouvé et Mathilde nous a mis le lien. Formidable. Merci Mathilde. Et justement, en France, il y a aussi le réseau. Oui, tout à fait. Et je dis, voilà, et on parlait, qui a parlé des monnaies locales au niveau national, ne pas oublier aussi le réseau des monnaies locales complémentaires citoyennes, qui est un autre réseau d'échange des monnaies locales pour Bien sûr. D'ailleurs, il y a les rencontres nationales des monnaies locales à Ploërmel le 9, 10, 11, 12 ou 10, 11, 12 juillet. Voilà. Il est ouvert à toutes les monnaies locales. C'est super intéressant d'ailleurs. Je pense y aller. Bon, c'est le bout du monde, la Bretagne, pour les Vaucluse, mais. Ça dépend d'où on vient. C'est l'une des plus belles régions après le Pays Basque ou avec le Pays Basque. C'est pas nous qui dirons le contraire. On est en Pays Basque, accueillis par le Pays Basque, mais nous sommes deux Bretonnes. Donc. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres monnaies locales? À part Marion et Anne? Non? Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être? Bon. Alors, il va nous rester à remercier Dante. C'était vraiment très intéressant. Je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté d'intervenir après une journée un petit peu speed. Bon, on est content parce que tu as pu acheter quand même ton repas du soir. Mais non, mais ceci tout à fait. Toujours un coup d'avance. Toujours. Voilà, donc écoutez, merci à tous de votre participation. Comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de la Maison de l'ESS, vous pourrez retrouver l'entièreté de cette intervention, sauf les petites coupures de Mathilde, dans je plaisante. Elle ne coupe jamais rien à l'extra. Et puis par contre, la remarque de Mathilde est tout à fait justifiée. Si vous avez, n'hésitez surtout pas à nous faire part des points sur lesquels vous souhaiteriez des interventions. On envisage, là on va faire peut-être une coupure juillet-août et on veut repartir sur septembre, octobre, novembre, décembre, avoir 4 belles interventions si possible sur des sujets qui vous intéressent. On en a quelques-unes en tête, mais n'hésitez pas, comme c'est participatif, on aimerait bien quand même que ça vienne aussi du réseau. Ouais. Et voilà.